Bonjour. On parle des sommes très importantes qui font l'objet d'envois par la diaspora vers les familles restées sur place. Ces sommes sont supérieures au montant de l'aide publique au développement et favorisent aussi des investisseurs particuliers. Quel est le constat aujourd'hui de l'intervention financière de la diaspora en Afrique et quel est l'apport de cette diaspora pour l'Occident? C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui avec Marie Arena. Bonjour, eurodéputé PS. Stanislas Longo, bonjour. Bonjour. Expert en questions stratégiques. Michel Lyon, bonjour, avocat d'affaires spécialiste pour l'Afrique. Alors, donc voilà. Mais avant de commencer, je vous propose de regarder ce petit clip. Nous allons allier la chaleur africaine avec, bien entendu, la rigueur européenne. C'est cette mixité-là qu'on veut en réalité mettre en avant. Et quand on voit les talents qui émanent de la communauté africaine, que ce soit dans le secteur sportif, et on l'a vu ce soir, dans le secteur économique, dans le secteur associatif, dans le secteur culturel ou créatif, mais on constate que c'est un apport extrêmement important. Maître Lyon, alors quel est votre constat sur l'intervention de la diaspora africaine en Afrique? Je crois qu'il y a plusieurs volets à examiner à ce sujet-là. Tout d'abord, un constat, c'est cette énorme quantité d'argent qui est envoyée donc régulièrement en Afrique par la diaspora. Et j'ai des chiffres tout récents d'un pays que j'aime beaucoup et dont je parlerai d'ailleurs assez bien lors de mes interventions, qui est le Togo. Le Togo, c'est 348 millions de dollars pour l'année 2014. Et ces chiffres viennent de la Banque mondiale. Ça représente 10% du PIB et environ un quart de pourcent du budget de l'État. Il faut savoir que le Togo, c'est 6 millions d'habitants et c'est 2 millions diaspora. Alors, cette constatation faite, je crois qu'il y a deux volets à examiner au niveau de la diaspora. Le premier, c'est cette question extrêmement importante d'argent, de flux d'argent, donc vers un pays déterminé. Et mon constat, c'est que c'est en fait chaque fois un peu un one-shot. C'est pour des intentions bien déterminées qui sont la santé, l'école, la nourriture parfois, et d'une façon peut-être plus ambitieuse parfois, l'achat de certaines machines ou d'un camion ou autre pour des activités. Ça, c'est la première option, mais qui représente donc un montant extrêmement important. Deuxième volet, qui nous intéresse peut-être plus ici, c'est la question des investissements de la diaspora. Cette diaspora prend conscience qu'elle a un rôle à jouer dans leur pays d'origine, et pour cela, il faut évidemment un accueil de la part de l'État, il faut une structure qui soit mise en place, il faut pouvoir en prendre conscience. J'y reviendrai tout à l'heure dans les rapports entre un État et l'investisseur diaspora. Il y a maintenant, on met en avant très fort, et je suis tout à fait partisan de ça, le co-développement entre donc un partenariat qui se fait entre des investisseurs et la diaspora et qui permettent de créer des mini-projets, toute une série donc d'activités qui peuvent inciter la diaspora à retourner ou à se retrouver dans son pays d'origine. Il y a également, Mme Arena doit bien connaître ça, le MIDA, qui est donc un organisme qui est très favorable justement pour ce genre d'activité. Donc, je crois que cet aspect-là qu'il faut que de plus en plus d'États commencent à se rendre compte de l'importance qu'il peut y avoir de compter sur, de nouveau le Togo, 2 millions de personnes qui ont des attaches d'une façon ou d'une autre avec leur pays. Justement, Madame Marie Arena, la diaspora est considérée comme la 6e région d'Afrique en ce qui concerne son apport financier. Quelle est la position de l'Europe vis-à-vis de ce sujet? Alors plusieurs choses par rapport à ça. Si la diaspora a une telle implication dans l'aide aux pays d'origine, cela s'explique par le fait que les populations dans les pays d'origine sont des populations qui souffrent.
Et donc, je pense que c'est un éclairage qu'on doit avoir. C'est-à-dire que s'il y a autant d'argent qui retourne vers le pays d'origine, c'est parce que les liens de famille sont très étroits et que les personnes vivant en Europe ont ce souci d'une famille qui souffre moins par rapport au pays d'origine. Et je trouve qu'il est particulièrement, je dirais, difficile à voir que cette diaspora qui elle-même a dû faire l'exercice de quitter le pays d'origine parce qu'elle souffrait dans le pays d'origine, qui se retrouve en Europe et à qui on demande cette responsabilité de continuer d'aider le pays d'origine. Et donc elle paye deux fois cette diaspora. Elle paye le fait de devoir quitter le pays et elle paye le fait d'avoir la responsabilité de porter à bout de bras les gens qui sont restés dans le pays d'origine. Et donc je trouve qu'il y a une responsabilité à la fois européenne et à la fois du pays d'origine de mieux subvenir aux besoins des populations qui sont les populations locales. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Europe doit avoir une cohérence de ses politiques et ne pas reprendre d'une main ce qu'elle donne de l'autre. Ça veut dire que quand elle fait de l'aide au développement avec les pays qui sont les pays d'Afrique, par exemple, elle ne doit pas, à côté de ça, faire des politiques économiques qui viennent casser l'aide au développement. On a, par exemple, aujourd'hui toute la discussion sur les accords de libre-échange avec les pays africains et une société civile aujourd'hui africaine nous dit « Faites attention, ce que nous risquons de signer demain dans ces accords de libre-échange va tuer, par exemple, l'entrepreneuriat local, va tuer l'élevage local, les petits agriculteurs. Et donc, nous devons être très, très, très attentifs et faire en sorte que les pays africains se prennent en main, que nous les aidions avec l'aide, mais aussi avec le développement économique, mais que ce soit sincère, c'est-à-dire que ce soit un vrai partenariat et non pas un partenariat qui fait de l'aide et de l'autre côté qui continue à piller les pays de leurs ressources. On pourra parler de la question des minerais des pays africains. Et donc, moi je dis tant mieux qu'il y ait une diaspora et cette diaspora a beaucoup à apporter chez nous aussi en Europe. Moi je travaille beaucoup avec la diaspora africaine ici à Bruxelles. Une diaspora qui a du mal parce qu'elle vit aussi les discriminations en Europe. Tout n'est pas facile pour la diaspora africaine en Europe. On a beaucoup de personnes qui sont diplômées, hautement diplômées, et parce qu'elles sont africaines, ne trouvent pas d'emploi. Et donc, par exemple, à Bruxelles, on a créé une aide à l'auto-création d'emplois pour la diaspora africaine, pour justement l'aider, elle aussi, à se prendre en main ici en Europe. Et donc, on doit vraiment faire attention de ne pas la charger de responsabilités, à la fois ici, elle a de vrais défis ici en Europe, mais aussi par rapport au pays d'origine. Ok. Monsieur Stanislas Longo, vous justement qui êtes expert en conseil concernant justement la région des Grands Lacs en Afrique, quelle est votre position par rapport à cela? Les modèles de développement qui sont portés par les jeunes démocraties en croissance aujourd'hui dans la zone des Grands Lacs peuvent être remis en question au regard des effets pervers que subissent nos populations. Je suis intimement convaincu que repenser les modèles de développement en impliquant justement et les habitants de ces pays et les diasporas à l'étranger sur une perspective à long terme qui apporterait réellement du développement et qui ferait que la croissance soit équilibrée et également répartie, ferait absolument toute la différence. Alors, on parlait justement de l'apport de la diaspora africaine sur l'Afrique et vous avez évoqué, c'était une de mes questions, l'importance aussi de ce que la diaspora africaine apporte en Occident. C'est-à-dire que donc le pouvoir d'achat évolue, il y a une main-d'œuvre ici occidentale qui est d'origine africaine. Quelle est justement la position de l'Europe par rapport à cela? Vous avez évoqué votre expérience avec les Bruxellois ici.
Alors je pense que c'est important que l'Europe reconnaisse la diaspora africaine et comme d'autres flux migratoires comme étant des citoyens européens. Donc ça c'est le premier exercice que nous devons faire et lutter contre toutes les discriminations, particulièrement concernant la diaspora africaine, les discriminations racistes aujourd'hui. Donc il y a des lois aujourd'hui en Europe qui interdisent la discrimination, donc on doit se féliciter d'avoir ces lois, ces règlements, ces volontés de reconnaître la citoyenneté européenne. Par ailleurs, il y a des pratiques qui sont discriminatoires, que ce soit dans le chef des employeurs, par exemple, qui se permettent de ne pas recruter une personne d'origine africaine parce qu'elle est d'origine africaine. Et donc, on doit vraiment lutter contre ces phénomènes pour faire en sorte que cette diaspora ait cette citoyenneté pleine et entière ici en Europe. Par ailleurs, bien entendu que ça rapporte à l'Europe sur un plan de la diversité culturelle et je ne peux que citer ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois à Bruxelles, il y a un festival qui s'appelle Congolisation qui aujourd'hui à Bruxelles valorise toutes les réalités culturelles de l'Afrique et ce que ça a pu nourrir en termes de culture ici et de diversité culturelle. Donc nous devons valoriser cela. Et enfin, bien entendu, ça nous facilite le lien entre l'Europe et l'Afrique. Parce que quand on est d'origine africaine, on connaît aussi les réalités de son pays d'origine. On a une plus grande, je dirais, plus grand lien avec ce pays d'origine. La preuve, c'est que les flux financiers continuent avec le pays d'origine. Et donc, l'Europe devrait pouvoir se servir de cette diaspora africaine présente sur son territoire pour mieux appréhender le partenariat qu'elle établit avec l'Afrique. Et donc je pense que ça ne peut être que gagnant-gagnant pour tout le monde de valoriser cette diaspora africaine ici en Europe. Et M. Stanislas Longo, vous êtes ambassadeur de bonne volonté pour la paix des nations. Alors, en Afrique, il y a un dicton qui dit « Où passe la route, le développement suit ». Et donc, j'ai une question. Une route est-elle suffisante pour développer de manière pérenne et amener la croissance ? On ne pourra jamais parler de développement dans la région des Grands Lacs si, de manière claire, nous ne travaillons pas tous à la restauration, mais définitive de la paix. Je parle de la RDC, mais je parle aussi des 9 pays voisins à la RDC. Donc aujourd'hui, de manière très claire, il s'agit d'impliquer sur une discussion transverse tous les pays de la région, mais à l'échelle locale, provinciale, nationale, et régionale, sur toutes les questions, tous les points qui peuvent nous rassembler, tous les points vers lesquels nous pouvons converger, de manière à développer et construire un vrai projet de société pour la région et qui entraîne tout le monde de manière définitive vers la réussite, la prospérité et le progrès. Maître Lyon, vous avez mené plusieurs missions économiques en Afrique. Est-ce que justement l'instabilité politique de cette région a été un frein lors de vos missions économiques? C'est une bonne question. Moi, je dirais d'abord ceci, c'est que ces missions économiques que j'ai menées effectivement en RDC en 2001 et au Togo et Bénin d'ailleurs en 2007, en fait, j'ai réfléchi maintenant, sont des missions venant d'investisseurs belges, ce sont des missions belges, mais on ne parlait pas de la diaspora, on n'en faisait pas partie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté de missions qui incluraient ou qui favoriseraient justement le faire en partenariat avec, d'une façon ou d'une autre, il faudrait trouver une formule, pour amener cette diaspora à en profiter. Mais il est certain de toute façon que, comme vous le disiez très bien, M. Longo, il faut évidemment une stabilité. Que ce soit un investisseur belge, français, États-Unis, ou que ce soit donc quelqu'un de la diaspora, il faut une stabilité du pays pour amener à permettre donc de faire des investissements, à risque toujours, bien sûr, dans tel ou tel pays africain. Donc ça, c'est une constante qui est bien sûr primordiale pour ce genre de mission. Et alors, bien sûr, sur place, il faut un accueil de l'État en question. Il faut rétablir une confiance avec la diaspora et l'État en question. Il faut que l'État se rende compte, et je crois que c'est le cas de plus en plus maintenant depuis quelques années, se rendre compte de l'importance de ces diasporas et tout ce qu'elle peut apporter en partenariat avec des étrangers et avec les locaux.
parce que je ne crois pas du tout à une concurrence du fait que cette diaspora reviendrait dans tel ou tel pays. Je crois au contraire que c'est amener de nouvelles idées, c'est amener de nouvelles expériences qui ont été faites, mais il faut une structure d'accueil pour leur permettre de faire des études de marché, de pouvoir s'installer, d'avoir des facilités au niveau fiscal par exemple, engagement de personnel, etc. Mais il faut que ce soit un gagnant-gagnant pour tout le monde. Justement, Monsieur Stanislas Longo, Maître Lyon parlait que le retour, donc l'investissement de la diaspora ne doit pas être considéré comme une concurrence. Vous avez aussi travaillé dans le secteur bancaire. Est-ce que vous avez accompagné des membres de la diaspora qui auraient souhaité investir au pays ou se réinstaller au pays? Et est-ce qu'ils ont eu, parce qu'on entend souvent dire que un membre de la diaspora qui s'installe à nouveau dans son pays d'origine est perçu comme une menace ou un concurrent. Vous avez eu des personnes qui ont eu cette expérience? La réalité veut que sur le terrain, effectivement, il puisse arriver que pour des acteurs économiques, pour de nouveaux entrepreneurs, un nouvel entrant sur un marché spécifique puisse être considéré comme une menace, naturellement. D'un autre côté, c'est en train de devenir un problème culturel, mais ça, je pense qu'avant tout, c'est une question de discussion et d'éducation. Quelqu'un qui est parti se former à l'étranger et qui revient avec de la valeur ajoutée, avec un projet, et pour créer de la richesse et créer de la valeur, il ne devrait pas être perçu comme justement une menace. Bien au contraire. Et il faudrait impérativement que nos États, dans la région, intègrent le paramètre diaspora, migrants, et pensent de manière décente à créer les conditions d'accueil pour que justement leurs projets, leurs structures, voire la fiscalité, une fiscalité avantageuse, puisse leur permettre de créer des PME et, par effet d'entraînement, générer des emplois et créer de la richesse. Madame Arena, face justement à l'implication grandissante de la diaspora en Afrique, vous pensez que la communauté européenne peut avoir tendance à se débarrasser de certains engagements pris dans le cadre du développement? Alors pas du tout. Moi je pense qu'au contraire, l'Europe doit continuer son travail d'aide au développement, bien entendu, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment avoir des politiques de co-développement. On a parlé tout à l'heure de co-développement. Et on sait très bien que l'économie européenne ou l'économie occidentale dépend des ressources africaines, de toutes les ressources africaines, que ce soit des ressources en minerais, que ce soit des ressources en pétrole, que ce soit des ressources en bois, que ce soit des ressources environnementales. Donc toute l'économie européenne et occidentale dépend de ces ressources. Et donc il faut vraiment veiller à ce que l'exploitation de ces ressources soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'elle aide les pays africains et qu'elle soutienne le développement européen et occidental. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, elle aide le développement occidental et elle exploite, elle appauvrit les pays africains. Aujourd'hui, tous les pays africains qui sont détenteurs de ressources sont des pays qui, dans le classement du niveau de pauvreté, sont les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que la relation entre ceux qui exploitent et qui utilisent ces ressources et ceux qui produisent ces ressources, qui donnent ces ressources, n'est pas du tout équilibrée. Je prends l'exemple des minerais des conflits aujourd'hui en RDC. Nous utilisons tous ces minerais. Dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos machines à laver, nous avons tous des minerais qui viennent de la République démocratique du Congo. Or, cette région est une région qui est en guerre depuis des années. Et donc, nous devons veiller à ce que nos entreprises européennes, nos entreprises occidentales, n'alimentent pas ces conflits, que du contraire, si elles sont présentes dans ces régions, elles doivent aider à la résolution de ces conflits. Nous sommes en train de travailler sur un dispositif en Europe qui est une obligation pour ces entreprises occidentales à respecter ce qu'on appelle le devoir de diligence, de responsabilité vis-à-vis des pays d'origine.
il y a certains parlementaires, certains groupes parlementaires qui ne veulent pas mettre de contraintes aux entreprises occidentales. On ne peut pas d'un côté donner un prix Sakharov au professeur Mukwege en disant il fait un travail magnifique, et bien entendu il fait un travail magnifique par rapport aux femmes qui subissent les violences aujourd'hui dans le Kivu, et en même temps ne pas imposer à nos entreprises européennes un devoir de responsabilité par rapport à ces pays. Et donc moi, je plaide pour que nous puissions imposer ce devoir de responsabilité à toutes les entreprises qui, aujourd'hui, utilisent les minerais qui sont des minerais des conflits dans la région des Grands Lacs, mais de manière générale, des conflits internationaux. Maître Lyon, à votre avis, la double nationalité peut-elle contribuer au développement des pays africains par sa diaspora? Oui, je dirais oui. Et encore une fois, j'en vois la preuve de ce qui s'est fait au niveau du Togo, puisque le 21 juillet 2014, les Togolais qui ont en main un passeport belge n'ont plus besoin de visa, à partir du moment où ils justifient de leur appartenance la qualité qu'ils ont, la qualité de nationalité togolaise. Donc, la double nationalité, c'est encore autre chose. C'est le fait d'être peut-être plus impliqué, mais c'est même pas nécessaire, parce qu'il y a des facilités maintenant qui sont faites justement pour ces diasporas qui maintenant n'est plus obligés d'avoir un visa pour pouvoir se rendre au Togo à partir du moment où ils ont gardé, bien sûr, leur nationalité togolaise, même s'ils n'ont pas la nationalité belge. Et que pensez-vous justement de ce statut de double nationalité, madame? Alors moi, je pense qu'on doit favoriser les allées-venues. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Europe doit peut-être abandonner la politique qu'elle a jusqu'à maintenant, qui est une politique d'Europe forteresse. C'est-à-dire qu'on empêche effectivement soit certains de sortir, soit certains de rentrer. Et donc, pour moi, on doit être beaucoup plus ouvert aux pays africains et pas uniquement ouvert à ceux qui rapportent quelque chose à l'Europe, parce que c'est toute la difficulté, toute la question qui se pose aujourd'hui des fuites des cerveaux, c'est-à-dire qu'on accepte en Europe que ce qui est identifié comme étant positif pour l'Europe. Mais qu'est-ce qui est identifié comme étant positif pour l'Europe? Donc moi, je suis pour une plus grande fluidité entre les allées-venues, entre le pays d'origine, entre les Européens, pour justement que chacun se sente à l'aise dans le projet qu'il a, que ce soit du côté européen ou que ce soit du côté africain. Okay. Monsieur Longo? La question de la double nationalité devient pertinente dans la région des Grands Lacs pour la simple et bonne raison, et surtout pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons 9 pays voisins. Et tout le long de nos frontières, nos populations commercent avec ces pays voisins. C'est un point. Le deuxième point, c'est que nous avons été confrontés à des conflits majeurs ces dernières années. Et ces conflits ont suscité, dans la plupart des pays impliqués, des vagues de xénophobie importantes, qui n'ont pas servi la cause de nos diasporas respectives. Aujourd'hui, dans la construction d'un projet d'avenir pour toute la région, il faudrait impérativement que la question de la double nationalité puisse être abordée en toute sérénité et en toute lucidité, afin d'en tirer le plus grand bénéfice. Okay. Alors pourquoi certains pays ne l'accordent pas, Maître Lyon? Vous qui êtes juriste. Je n'ai pas d'avis spécifique à ce sujet-là. C'est un peu le fait de vouloir garder, mais le Congo n'accepte pas. Je pense qu'il y a la question migratoire. Oui, la question migratoire. Je pense qu'il y a eu, ces pays ont été, comme on l'a dit, soumis à des questions de conflits importants, avec des déplacements de population. Et donc la question des retours, par exemple, la question est quelque chose dans la démographie. De l'identification même des populations déplacées pose désormais quelque chose qui pose difficulté, effectivement, aujourd'hui. Mais c'est plus du ressort du continent africain lui-même. Exactement. Donc moi, je pense que l'Union africaine a un travail à réaliser sur, justement, cette réalité de la mobilité des populations africaines à l'intérieur du continent. Mais c'est vraiment le ressort du continent africain.
Alors justement, le pouvoir de la diaspora est devenu non négligeable et on voit que certains gouvernements ont maintenant aussi des ministères de la diaspora. Donc quelle est vraiment sa réelle efficacité, un ministère de la diaspora dans un pays européen? J'évoque par exemple le cas du Sénégal, ils ont un ministère de la diaspora. Je crois que dernièrement, maintenant, la République Alors donc c'est quoi? C'est une tentative politique de récupération donc de l'administration d'une sixième région, où c'est vraiment une nécessité vraiment d'aller dans une politique de développement en impliquant cette diaspora. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience dans le chef du gouvernement d'intégrer une réelle prise de conscience et une volonté manifeste de vouloir intégrer la diaspora dans les logiques politiques à venir. C'est une volonté manifeste. Maintenant, au-delà de la propagande et de l'aspect politique de cette démarche, il appartient aux gouvernants, justement, de construire. Il leur appartient de construire en synergie avec la société civile, parce que n'oubliez pas que la diaspora, de manière fondamentale, reste le prolongement de la société civile de son pays d'origine. Alors, il appartient aux gouvernants, en synergie avec la diaspora, avec la société civile, et voir les autres acteurs majeurs du pays d'origine, de construire justement les conditions, non seulement pour la diaspora, mais pour l'ensemble des habitants du pays, les conditions de leur avenir. Okay. Maître Lyon. Oui, personnellement, je ne suis pas partisan d'avoir un ministère de la diaspora, parce que je crois que ça ferait double emploi avec le ministère qui est tout à fait approprié pour pouvoir régler tous les problèmes de la diaspora, qui est le ministère des Affaires étrangères. Et encore une fois, le Togo, qui me paraît être à la pointe de ces événements-là, le Togo, d'abord, c'est un ministère des Affaires étrangères et du développement, ce qui est déjà important, et de la coopération, pardon, je veux dire, et la coopération, et qui a créé d'ailleurs une cellule particulière de la diaspora, qui a fait l'année dernière, encore une fois en 2014, sous l'impulsion du nouveau ministre des Affaires étrangères, qui a donc créé des différents forums prenant conscience justement de cette diaspora. Ces forums se sont passés en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Afrique également. Et donc, en plus de ça, le ministère des Affaires étrangères a comme relais tout naturel les ambassades. Et l'ambassadeur est à même d'avoir tous les contacts avec la diaspora, sans oublier d'ailleurs les consuls honoraires, qui d'après moi ont un rôle pour l'instant qui est souvent un rôle simplement honorifique. Je connais plusieurs consuls honoraires de pays africains qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays qu'ils sont censés représenter, c'est pas normal. Donc je vois dans le fait des consuls honoraires également cette proximité avec les gens de la diaspora, et là ça forme un tout. Affaires étrangères, cellule diaspora, ambassade, consul honoraire, et on se retrouve ainsi avec tous les éléments qui peuvent être donc suivis par le ministre lui-même, qui a comme fonction évidemment de voyager énormément dans différents pays et de rencontrer ces diasporas. Et c'est cette prise de conscience donc qui a été prise par de nombreux pays africains. Vous parlez du Congo, oui, je parle du Togo, oui. Cette prise de conscience qui est très importante pour la diaspora et pour le pays en question qui est amené à accueillir donc cette diaspora au maximum en se rendant compte de son importance et de ce qu'elle peut apporter pour le développement dans le pays africain en question. Je voulais ajouter une chose à titre illustratif. L'impact de l'action des diasporas sur l'orientation des décisions politiques d'un pays peut être réellement important quand nos diasporas s'organisent sur le modèle, je donne, pour ne pas les citer, sur le modèle de la Convention mondiale des Chinois, qui rassemble toutes les diasporas de la Chine, ou sur le modèle du Congrès mondial juif. Okay.
On arrive à la fin, je vais laisser Madame Arena conclure alors. Je vous en prie. Alors moi, je pense que c'est important de voir que chacun, que ce soit ici en Europe ou que ce soit en Afrique, valorise la diaspora. Je pense que le fait que l'Afrique valorise sa diaspora ne doit pas nous dédouaner, nous, Européens, de valoriser une diaspora qui est bien présente sur notre territoire et qui, ici, en Europe, vit aussi un certain nombre de difficultés. Et donc, de grâce, restons attentifs à ce que cette diaspora, qui souvent sont des citoyens européens de deuxième, de troisième génération, et toute leur place aussi en Europe, avec bien entendu des liens avec le pays d'origine, bien entendu. On dit toujours chez moi, il n'y a pas de beaux arbres sans racines. Et donc c'est important de connaître ses racines. Ben, c'est une belle phrase pour conclure. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir participé à cet échange et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur le plateau d'Africa Europa.